Vous regardez le journal Vespéral, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. La cour militaire de Kinshasa, Gombe, a renvoyé le procès du conseiller principal de Moïse Katumbi, Salomo Kalondadi Escadela, au lundi 25 septembre, suite aux éléments présentés par ses avocats. Les derniers ont été contestés par la compétence de cette juridiction militaire des jugés, leurs clients comme étant civils. Encore une fois, une accalmie règne dans la ville de Goma après l'agitation observée les avant-midi. Dès ce lundi, les familles des victimes du 30 août ont trouvé intérêt d'attente. C'est lundi avec le gouvernement. Les cœurs des victimes ont été inhumés avec ou encore à présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en séjour à Goma. Pacheco Kavundama, notre correspondant sur le terrain, donne les explications. Il a été joint au téléphone par Joseph Omagnondo. Les familles des victimes ont finalement accepté d'aller enterrer les leurs au cimetière de Macao qui est situé dans le territoire de Nyiragongo. C'est là, après une réunion marathon, que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a eu ce même lundi dans la ville de Goma, et c'est là sur instruction du président de la République qui a dépêché à Goma le patron de la territoriale pour non seulement apporter un message de compassion aux familles des victimes, mais aussi rendre hommage aux 47 victimes décédées le 30 août dernier. Tous les frais concernant les obsèques ont été pris en charge par le gouvernement congolais, mais les familles ont dit ce qu'il faut signaler, que les familles ont déclaré avoir été contraintes d'aller enterrer les leurs car ils voulaient que les victimes soient enterrées demain mardi. Voilà en bref ce qu'on peut retenir du séjour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, séjour dans la ville volcanique. Il est avec nous, notre invité du journal, le sage Kafinga, va partager ses plateaux avec nous pour le compte de l'invité du journal. Bonsoir, le sage Kafinga. Bonsoir, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que vous avez comme impression ce soir? C'est un réel plaisir d'être invité dans cette grande édition du journal. Lorsque vous nous donnez cette invitation, c'est avec une grande joie de répondre pour parler de la République, la chose publique. Et je suis tellement immense, je suis bien accueilli ici. Nous allons déchiffrer aussi l'actualité de notre pays, plus particulièrement de ma chère province, qui est la province du Congo. Déjà d'entrée de jeu, il y a une manifestation aujourd'hui, malheureusement une manifestation calmée par le gouvernement provincial, mais aussi central, avec la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur en séjour à Goma. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, comme étant citoyen, qui a aussi vécu ce qui s'est passé le 30 août, ce qu'on appelle le carnage de Goma? Exactement, monsieur le journaliste, merci pour la question. Vouloir répondre à cette question, c'est tellement triste d'attendre cette nouvelle où il y a eu un aller sans retour, mais nous pensons bien avec le gouvernement. On va organiser le day et tout va se passer. Et ils sont examinés les victimes. Exactement, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Est-ce que ça va encore notamment donner quelques impressions pour que les familles des victimes soient essentiellement allégées par cette peine que d'autre part ont été causées, pour qu'ils puissent retrouver une lueur d'espoir après la perte en vie humaine d'un de leurs qui sont aussi chers? Oui, tant qu'il y a le ministre de l'Intérieur en place, il représente déjà le gouvernement, les différentes familles soient apaisées, il y aura la prise en charge totale et nous pensons bel et bien qu'ils seront bien inhumés. C'est ce qu'on espère. Je vais encore une fois vous retenir. En attendant, trouver un emploi est devenu un phénomène plus difficile à Kinshasa, où le taux de chômage ne cesse de s'augmenter du jour les jours. Une préoccupation majeure est liée au phénomène des branchements, comme en témoigne la population dans ces reportages de Déborah Petit. À ces jours, trouver l'emploi en République démocratique du Congo devient un casse-tête, malgré tout le nombre des universités qui comptent la République. Plusieurs entreprises exigent une expérience soit d'une année, de 2 ans, ou voire même 5 ans pour trouver un espace d'embauche à cas de besoin. Certains Congolais trouvent l'emploi grâce au phénomène appelé branchement, qui consiste à faire accompagner sa candidature par un cadre d'une entreprise ou monnayé pour avoir un engagement. Victimes de ces situations, les Congolais rencontrés dans la ville de Kinshasa ont manifesté leur mécontentement. Dans les pays d'Europe, on a 6 classes. Mbalamo bakoti bango na musala mutabandi ko sala a récupérer pe oyo ba parents ba futaki ba minerval ba makambo ebele alongoli pe ba parents na charge mais lelo mona otangisi mwana 6 classe mais musala ezate
obandi suko lesa ye titi ba makambo ezaka ebele nde loko ezopesa biso bapanga pasi basociété na biso ya lelo pour le moment avant d'engager na musala football basa lelo recommandation vous comprenez recommandation wana il faut y banana ou bien généraux ou bien ministre moko boye ou bien député moko boye à ça le recommandation boneti ba misusu azata na adjudant na famille adjudant ku grade makasi to tata sergent azate na famille non ça les recommandations. Remédier à ces situations est la seule recommandation que la population demande au gouvernement. Le gouvernement a la société, bana mwana so asisi classe mbala moko akotie na musala na classe o ya tangaki. Abandi ko sala ali. So nani l'état abandi ko futa ye. Ndenge na ba pays d'Europe ezali. Toi chômage remé belé base nango eza gouvernement. Gouvernement faut créer acquérir emploi. Tant azo créer ba jeune gens pe bazo côté na ba société bazo sala. Lutter contre le chômage serait la meilleure solution pour le gouvernement de mettre fin à cette délinquance juvénile qui bat son plein dans la République. Malgré le contentieux, à la Cour constitutionnelle, Augustin Matata Ponyo a déposé sa candidature pour la course à la présidentielle, de décembre 2023, réagissant sur le probable rejet de la candidature en cas de condamnation. Joseph Edeba, cadre du LGD, rassure les Congolais que rien ne va arriver à son leader. Il a dit au micro de Alain Goma. Personne ne peut écarter M. Matata et sa candidature à la course de la présidentielle 2023 puisque M. Matata bénéficie de tous les droits que bénéficient les Congolais de notre pays. Vous allez vous souvenir que tout ce qui se passe s'enregistre dans le compte de l'acharnement sur la personne de M. Matata au vu de ses réalisations, au vu de son ambition de déposer sa candidature comme étant le candidat le plus valable à la présidentielle qui s'annonce. Et donc en effet, M. Matata a déjà une décision de la Cour constitutionnelle, des décisions de la Cour de cassation, se déclarant incompétent en vertu des droits, en vertu des lois de notre République et en vertu de ce qui est mentionné dans la Constitution. Et donc en effet, nous ne sommes pas effrayés et nous ne faisons pas les faux fuyants parce que nous étions préparés depuis très longtemps à aller à cette course présidentielle afin d'aider le pays à déconstruire le mur de l'incompétence qu'a érigé nos dirigeants actuels. 40 463 milliards de francs congolais, soit 16 milliards de dollars, c'est le montant du budget 2024 déposé par le Premier ministre Jean-Michel Samanou Kondé lors de la rentrée parlementaire du 15 septembre. Un budget qui connaît essentiellement une hausse de 24,7% par rapport à celui de 2023. Alain Baffé estime que rien ne va se faire ou encore rien de grave ne va se passer avec ces budgets puisque le budget antérieur n'a pas apporté des solutions à ce qui concerne la vie des Congolais. Suivez. Il est assez précoce pour moi de dire que ce budget est revu à la hausse parce que le gouvernement Samanou Kondé devrait nous dire l'état d'exécution du budget 2023. C'est sur base de ça qu'on va dire qu'effectivement ils ont revu ça à la hausse parce qu'ils nous avaient présenté un projet de budget 2023, je crois, à la hauteur de 16 milliards ou 14 milliards comme ça. Est-ce qu'ils ont pu mobiliser tout cet argent? Parce que nous ne ressentons pas l'impact au niveau du social congolais. Aujourd'hui, vous voyez que pour quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, il faut avoir un passeport, alors que le passeport n'existe même pas. Il faut prendre Ethiopia, aller et payer au moins 604 $. Alors, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que le budget est revu à la hausse parce qu'ils ont présenté les chiffres qu'ils viennent nous dire. Voici en 2023, on avait présenté un budget de 14 milliards par exemple. Nous avons mobilisé les 14 milliards. Voici les retombées des 14 milliards. Et maintenant, nous projetons un budget de 16 milliards. Là, on va applaudir effectivement que le budget de 2023 a été exécuté. Mais tant qu'il n'y a pas cette transparence, tant qu'ils ne nous disent pas comment ils ont eu à gérer les finances publiques de l'État, en tout cas, moi je ne peux pas dire qu'il y a des avancées. Mais le Congo est un pays qui peut aller au-delà de ces montants-là. D'ailleurs, dans le projet de société que notre candidat président Matata Ponyo propose, il propose un budget annuel de 18,6 milliards. Mais si toutes choses restantes égales par ailleurs, le même gouvernement avec des médiocres continue jusqu'en 2024, moi je pense que c'est des pires utopies. C'est des pires utopies. Parce que s'il n'y a pas d'utopie,
Nous devons voir des réalisations et l'affectation réelle avec des gouvernements budgétivores. On a demandé au gouvernement congolais de faire ce que nous appelons la diminution des traits de vie des institutions. Jusqu'aujourd'hui, ils ne le font pas. Et lorsqu'on parle de l'augmentation là, ils font référence du budget de l'année passée. Mais est-ce qu'ils avaient atteint ces budgets-là? S'ils n'avaient pas atteint ces budgets, on ne peut pas parler de l'augmentation de ces montants-là. Voilà ce que je peux faire comme commentaire par rapport à ces projets, qui n'est qu'un acte constitutionnel, parce que le Premier ministre Samaluko n'a rien inventé. C'est un acte constitutionnel, parce que la session est budgétaire. Il ne devrait que faire ça, parce que s'il ne l'avait pas fait, il allait être sanctionné. Malgré l'absence du bourgmestre de la commune d'Ngaba, Aimé Francis Lolinga, l'opération d'assainissement de cette municipalité ne s'est pas arrêtée. C'est le chef d'assainissement de la commune d'Ngaba qui a poursuivi ses travaux sans embâche et l'opération continue. C'est là la grande satisfaction de tous. Fifi Kalumwe. Sous l'impulsion du bourgmestre Aimé Francis Lolinga, chaque samedi, l'équipe de Ngaba Bopeto est sur terrain pour le Salongo. Question de lutter contre l'insalubrité dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Ce samedi 16 septembre, comme d'habitude, le membre de brigade d'assainissement était visible dans les grandes artères de la commune d'Ngaba pour pérenniser cette procédure dans le souci de rendre ces milieux salubres, telle est la vision du bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Malgré son absence, son équipe était mobilisée comme un seul homme pour tirer les caniveaux sur l'avenue Kianza, mais aussi récupérer les plastiques qui polluent l'environnement. Ceci entre dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage célébrée le 16 septembre de chaque année, a précisé l'un des membres de l'équipe d'assainissement qui salue l'apport de la population de Ngaba qui contribue énormément à cet exercice de chaque samedi. La journée internationale, une journée mondiale de nettoyage ou encore de l'assainissement. Nous sommes là au niveau de l'avenue Kianza avec l'équipe en train d'assurer l'assainissement, disons de nettoyer. Plus particulièrement, nous sommes en train de récupérer les plastiques. Parce que les bouteilles en plastique constituent plus de 70% des déchets que nous retrouvons ici dans les sites où nous sommes. Nous sommes en train de nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire qu'enlever la saleté, c'est ça, ce qui veut dire exactement nettoyage dans le terme pratique. Nous sommes en train de récupérer les plastiques. Nous sommes aussi en train de curer aussi. Donc nettoyer, c'est rendre les milieux propres. Mais ici, nous nous attelons plus dans les récupérations des plastiques parce qu'on nous a aussi remis des bacs, des big bacs pour récupérer les plastiques. Nous nettoyons et puis nous récupérons aussi des plastiques. Donc c'est un peu ça. Donc le nettoyage, en gros, c'est assurer l'assainissement. La population d'Ngaba s'y met, donc est en train aussi de contribuer. Et même aussi sont en train de travailler. Et je pense que l'État, nous devons donner l'exemple. C'est comme ça que nous-mêmes, nous sommes là sur le terrain pour donner les go. La population doit avoir un modèle. L'État doit être lui-même le modèle. C'est comme ça que nous sommes sur le terrain en train d'assurer les travaux. La population est en train de contribuer. Même ceux qui observent, nous espérons que prochainement, ils vont mettre la main dans la pâte. Ceci est devenu inhabituel d'effectuer les travaux d'assainissement dans cette contrée. Demeurer sur cette lancée, c'est donner une belle image à cette commune, tel est le souhait du bourgmestre. Le Sage Kafinga, oui, je suis avec vous ici sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du budget 2024 et regarder le budget déjà de 2023 qui selon vous a apporté, on peut le dire comme ça, des résultats escomptés à ce qui concerne la vie de la population? Exactement, monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas ignorer, il y a eu des avancements significatifs avec le budget de l'année passée. Et nous espérons assez qu'avec ces budgets ici, certes, néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer, il y a eu des couacs par rapport à ces budgets-là. Il y a eu des problèmes de paiement de certains fonctionnaires, certes, nous ne pouvons pas ignorer. Il y a eu le paiement de certains enseignants et pourtant, nous avons attendu ensemble avec vous aussi qu'il paraîtrait à Kenge la rentrée purement non effective. Donc, raison pour laquelle nous ne pouvons pas ignorer, il y a eu des points qui sont purement négatifs. Et nous avons l'espoir que tout ira mieux dans ces budgets-là. Tout ira mieux avant peut-être d'aborder le point de la rentrée effective et de la revendication des personnels de santé, mais notamment des enseignants dans la province du Congo. On va prendre ces sujets, notamment qui concernent aussi le chômage qui gangrène et qui continue sa croissance dans la ville-province de Kinshasa, mais notamment aussi partout ailleurs ici en RDC. Est-ce que vous avez un mot concernant ces fléaux, notamment qui laissent les jeunes sans être dépourvus?
Bon, merci pour la question. Comme j'avais annoncé en amont que nous parlons de la République et puis nous allons parler un peu de la province du Congo concernant aussi la rentrée. Elle a été effective, personne ne peut ignorer. Par rapport aux années passées, on entendait que non, les enseignants iront à la grève, ils vont contester, mais malheureusement ici, plus particulièrement à Kinshasa. J'avais une petite question avant d'en arriver là. J'ai très bien dit qu'on va essentiellement aborder cette question importante qui concerne la province du Congo. Exactement. Mais une des questions et la préoccupation aussi de la population, nous venons de suivre ici dans notre conducteur un des éléments qui a détaillé que les jeunes sont en train de se plaindre concernant le taux d'accroissement du chômage ici dans la ville-province de Kinshasa. Puisque vous êtes jeune, vous avez quand même un commentaire à émettre par rapport à ces fléaux qui est le chômage. C'est un point primordial. Je passe juste à vous signaler que nous qui sommes là, jeunes, nous avons des structures qui parlent aussi de l'employabilité. C'est triste, les jeunes qui finissent leurs études, leur cursus, que ce soit universitaire ou humanité, se retrouvent dans les terrains du chômage, tant que nous avons beaucoup d'opportunités à saisir. Mais est-ce que ça s'est dit aujourd'hui, un jeune chômeur qui peut-être se donne le luxe d'aller travailler dans un coin de communication, comme il m'a appelé cabine, est-ce que ça vous dit quelque chose dans vos structures pour mener les actions à impact visible, pour relever le défi du chômage, où vous devez justement attendre à l'État qui est le gouvernement d'apporter de l'aide à cette population? Exactement, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Dire qu'un jeune qui travaille dans une, comme vous avez appelé ça, une cabine de communication, c'est pas un travail, c'est dire une chose avec son contraire. Néanmoins, il y aura beaucoup d'efforts que le gouvernement congolais est en train de fournir pour améliorer ces secteurs. Selon vous, quel est cet effort que le gouvernement fournit? Je donne un exemple. Il y a beaucoup, prenons exemple dans le métier installation, exemple de l'Institut national, qui est ce que nous appelons UNPP. Il y a des gens, prenons exemple, j'avais vu dans les partis politiques comme notre beau parti politique UDPS, où les jeunes suivent juste une formation. Après cette formation, ils seront embauchés. Donc, certainement, comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas dire que... Mais un message Kafinga, il y a au moins un petit paradoxe. Le parti politique UDPS, on sous-entend que c'est une initiative privée que le parti a prise pour pouvoir envoyer ses jeunes afin d'être informés. Mais aujourd'hui, il y a la majeure question qui préoccupe la population, c'est le chômage aujourd'hui sans embâge, on va se le dire. Il y a ces vieux, il y a encore d'autres personnes qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas retraités en lieu place d'être remplacés par la jeunesse. Là, vous parlez d'un parti. Non. À ce qui concerne, vous avez épinglé un point important en ce qui concerne la retraite. Nous avons vu avec le mentor Liao Jean-Pierre, l'excellence, le vice-premier ministre de la fonction publique, il est en train de poursuivre ces mouvements-là de la retraite-là. Et espérons, parce que je lis, il y avait une autre circulaire qui promouvoit à ce que les gens qui ne travaillent pas, parce qu'aujourd'hui, ces derniers temps, bientôt là, je crois bien, il va signer un arrêté sur l'obtention ou l'octroi de numéro matricule. Certes, nous ne pouvons pas ignorer, dans ces secteurs-là, il y a des avancées qui sont purement significatives, mais néanmoins, il y a des points qui sont purement aussi négativistes. Dans quel sens? Il faudrait que nous ayons beaucoup d'investisseurs dans ces pays. Si nous avons beaucoup d'investisseurs, nous aurons beaucoup d'entreprises qui permettront à ce que ce jeune-là puisse travailler. Bon, en fait, comme dans notre structure qui est un pour tous, c'est une association sans but lucratif qui parle, parmi ces domaines d'intervention, nous avons aussi l'employabilité. Avant le secteur université, cela ne signifie pas que lorsque vous finissez seulement l'université, vous êtes déjà dans un terrain du job. Non, il y a des formations appropriées par rapport à ça. Nous voyons cela aussi. Donc, raison pour laquelle nous conjurons à ce jeune-là de beaucoup plus suivre les différentes formations avant d'entreprendre le domaine du travail. En tant que jeune leader, en tant que aussi leader d'opinion, à votre qualité, qu'est-ce que vous pourriez aussi dire à ces jeunes qui sont aujourd'hui dépourvus et qui attendent au gouvernement quelque chose pour pouvoir mettre sur pied le travail ou encore l'apprentissage tant appris à l'université? Bon, un petit conseil que je vais juste prodiguer à ces jeunes-là, c'est quoi? Juste, il ne faut pas attendre
totalement, je dis, je peux être très serein, de l'État. Il faut attendre à 40%. Bon, peut-être, je peux parler de 50%, 50%. Donc, c'est diviser la moitié. Tu as exactement 50%, oui, vous devez aussi fournir les efforts à 50%. Exactement. Trouver le métier à travailler, il y a des gens là, je vois de différents chantiers de l'État, il y a des gens qui travaillent. Il y a, quel travail voudriez-vous que nous parlions ici? Ce n'est pas par le biais du phénomène branchement que peut-être quelqu'un peut trouver aussi du travail. Mais c'est ça aussi les problèmes. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème de branchement, certes dans certains secteurs, mais parlons de branchement. On peut reconnaître que la recommandation dans le planning du travail existe. Prenez exemple, si il y a un profil qui correspond à ces gens-là peuvent être recommandés. Mais parler du branchement, il faut donner quelque chose pour attendre du travail. Nous risquerons d'aller à abolir ces systèmes de méritocratie. Et la population l'ont dit. Exactement, c'est ce que nous avons dit. Mais c'est ce qui se passe aussi, le phénomène branchement. Mais c'est ce que nous sommes en train de plaidoyer pour que ça... Parlons à présent de revendications dans la province du Congo. Principalement, nous n'avons pas beaucoup de minutes à perdre. Vous avez, ou encore vous pensez, prétendez être un des candidats en lice concernant la course aux élections provinciales dans la province du Congo. Vous avez suivi, je ne sais moi, de même que moi, il y a un communiqué et un problème qui gangrène jusque-là la province C. C'est lui, le revendication fuge de partout. Aujourd'hui, il y a le fonctionnaire dans le domaine de la santé, mais notamment dans les scolaires ou encore dans les domaines scolaires qui se disent de ne pas pouvoir continuer s'il n'y a pas gain de cause par rapport à la revendication. Quoi, les gouvernements ou encore l'État ne les paye pas. Avant d'aborder ces sujets-là, comme j'avais dit en amont, que je suis là pour parler de la République et si plus particulièrement parle aussi de ma très chère province du Congo. Il y a une thématique que nous sommes en train d'analyser. La thématique est centrée sur la province du Congo est malade. Quels sont ses remèdes? C'est ça les problèmes. C'est pas la maladie physique dont je suis en train de parler ici. Ça pourrait être la maladie qui part de la volonté politique. Vous avez diagnostiqué quelle maladie? Voilà. Il y a la corruption, il y a le sous-développement, il y a la manque de bonne volonté. Alors, raison pour laquelle nous, les jeunes, nous sommes en train de plaidoyer à ce qu'il y ait un peu un changement total de la classe politique. Je donne un exemple. J'étais à Kenya récemment ici. Nous avons toute une panoplie de leaders qui sont passés, qui ont gouverné, qui ont dirigé ces pays, cette province-là. Mais aujourd'hui, si vous allez à Kenya, il n'y a rien qui ne marche. Rien ne marche. Je prends l'exemple de l'université congolaise. Une grande université non mécanisée. Où il y a les enseignants qui sont là, les enseignants, les professeurs, les éminents professeurs qui ne sont même pas payés. Qui enseignent sans... Je vous dis clairement, monsieur les journalistes, je donne un exemple encore, le problème là des rentrées scolaires. Vous savez pourquoi les enseignants revendiquent? La province du Congo là, a combien de banques? Lorsqu'il y a une banque qui paye les enseignants 3 mois aériens, donc, comme là, j'ai laissé les enseignants touchent le salaire du mois de juin. C'est inexplicable. Avec quelle volonté? Raison pour laquelle nous sommes en train de crier, c'est justement l'incompétence qui est au niveau du gouvernement. Prenez exemple, la rentrée comme elle est là. Qui est celui qui a passé juste à la télé ou soit aux différentes radios pour défendre ces éminents enfants qui n'étudient pas? Mais ils ont des députés provinciaux, ils font quoi? Ils ont des représentants. Ils font quoi, monsieur le journaliste? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Rien du tout, on va attendre, on va les chasser, on va les sanctionner dans 2023 ici. Ils ont rien foutu. Vous attendez quelles sanctions pour eux? Exactement, la population est tellement sereine. Je vous donne un exemple, comme je vous avais dit qu'on a diagnostiqué. Vous savez, parmi les remèdes, nous avons un mentor, Jean-Baptiste Ndefo Swatongi. C'est un grand cadre qui aide le Congolais, sous coulisses sans caméra. Je vous dis clairement, je donne un exemple. Lors de la décentralisation, on était d'abord avec le Grand Bandundu. Il y a eu la décentralisation, on a maintenant 3 provinces. Il y a la province de Kwilu, province de Kwango et province de Maïnombe.
Alors, les fonctionnaires, les chefs de division n'étaient pas reconnus, n'avaient aucun document légal. Mais c'est à cause de lui qui a aidé, c'est un représentant qui a aidé à ce... Est-ce qu'il les a aidés puisque ses missions régaliennes l'obligent ou parce qu'il les a, il est quelqu'un, il est un philanthrope? Je donne un exemple. Je donne un exemple, les gens qui fuirent là à la tête de ces gouvernements. On a connu le Premier ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Théophile Mema. Qu'est-ce qu'il a fait avec la province du Congo? Aucun général. Aucun général. Nous avons le patriarche Mbosso. Vous savez, avec le problème de l'électricité là. Je vous dis clairement, mon cher journaliste. Mais vous avez dit que le problème de recrutement dépend aussi des profils, ça, si je comprends. Oui, exactement. Et s'il n'y en a pas dans la province du Congo? Non. La province du Congo, c'est une province purement éducationnelle, où les gens, la population instruite, parler de ça, je ne dirais pas. Ensuite, dans le domaine militaire, peut-être qu'il n'en a pas trouvé deux, il n'en a pas un plus qui peut essentiellement apporter ce dont vous avez besoin. C'est peu qu'on puisse chercher ailleurs. Qui vous a dit, monsieur le journaliste? Je donnais qu'un exemple à ces secteurs-là. Celui-là, il fut le ministre de l'issue à l'époque. Dites-moi, moi je travaillais à l'université congolaise comme étant secrétaire administratif interfacultaire. Je dirigeais 4 facultés. Vous savez, la prime que je touchais, c'était combien? 30 000 francs. Mais en tête, nous avons vu ça avec Matata Pogno lorsque le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa province? Voilà, raison pour laquelle j'ai un grand mentor à présenter à la province du Congo. Certes, je suis candidat à la députation provinciale, mais je dépends aussi d'un grand mentor qui est Jean-Baptiste Neuf. C'est un grand homme politique, un grand leader, et raison pour laquelle bientôt là le 7 nous serons au collège Notre-Dame d'Afrique avec Forêt d'Esken. Forêt d'Esken, c'est une grande structure. On va parler de problèmes sociaux pour le développement du Congo avec monsieur le pasteur Robert Kunga. Merci beaucoup, le sage Kafinga. Bon vent à vous. On espère vous retrouver encore une fois très prochainement pour décortiquer et décrypter ce dont vous avez comme vision, mais notamment perspective à venir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, monsieur. Merci beaucoup. La Coupe du Monde sport à présent, interclub de la CAF, le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions, fait l'essentiel, abattant le Malawite des Niassa Big par les scores des 1-0 hier à Lilongwe, et les Cheminoles des Saint-Éloi-Lupopo se sont fait piler par le Sud-Africain des Chukungkung United par un score de 3-1 le samedi à Polo Kwande. Suivez ces commentaires de Joseph Majondo. Superbe frappe de Cheikh Fofana! C'est dans un esprit de vainqueur que le corbeau du tout-puissant Mazembe se sont lancés dès le tout premier coup de sifflet du match. Les choses n'ont pas tardé, il fallait juste attendre 18 minutes après pour voir l'Ivoirien Cheikh Omar Fofana s'effrayer un chemin avec ses dribbles dans une défense malawite très verrouillée avant de lâcher une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation pour l'ouverture du score. Cheikh Fofana, il est passé, et la frappe de Cheikh Fofana, et l'ouverture du score du TP, superbe frappe de Cheikh Fofana. Les Malawites menés étaient loin de croire que le match se soldera sur ce score. Ils se sont lancés à fond et déployé toutes les énergies et manœuvres, mais sans succès, car le score est resté comme tel jusqu'à la fin du coup de sifflet final. Un jour avant la rencontre des Mazembe, les Cheminots de Saint-Éloi-Lupopo, dans le compte de son match aller de la Coupe de la Confédération, étaient en déplacement en Afrique du Sud, où ils se sont inclinés par le score de 3-1 contre le Sud-Africain des Sekhukhune United au stade Peter Mokaba de Polokwane. Les Cheminots étaient menés dès le 11e minute de jeu avant d'égaliser coup sur coup à la 13e minute de jeu. Le Popo a fini par encaisser 2 buts de suite et perd son match aller. Les Lumpa ont tout intérêt de battre leur adversaire le 10 octobre prochain au match retour à Kinshasa par 2 buts d'écart pour espérer à une qualification à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Par ailleurs, le TP Mazembe bien parti en aller doit confirmer sa qualification le 30 septembre prochain à Lubumbashi dans le cadre de la Ligue des Champions. Vous avez suivi cette édition, la grande de ce soir, mesdames, messieurs. Restez bien chez vous. Merci de nous avoir suivis. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans en compagnie de la FM Télévision. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ce journal est terminé.